Il est le descendant direct d'un des plus illustres ingénieurs de tous les temps. Son nom lui sert de passeport n'importe où sur la planète. Et même dans un petit village niché au fond du Cap Corse. Pourquoi ? Eh bien, suivez les pas de Philippe Coupry-Eiffel pour une réponse avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe, Philippe. Oui. On va la retracer, la vie de votre famille, de vous, bien sûr. Mais on parle de la famille quand on parle de vous. On commence avec lui, votre arrière-grand-père. Cette photo est très jolie parce qu'il est en train de penser. Et il disait, il faut avoir appris à penser avant de parler. Ah. Apprendre à penser. C'était important. Ça n'était pas qu'un penseur, bien sûr, puisqu'il a réalisé des symboles. La Statue de la Liberté avec Bartholdi, la Tour Eiffel, bien sûr. Mais beaucoup de symboles, des ponts qui réunissent, des passerelles. C'est beau, voilà. ça, qui réunit. Et c'est ça qui est important. Son œuvre est vraiment une œuvre de rassemblement. Et en ce sens, il est évidemment, c'est un nom qui reste aujourd'hui à travers le monde très fort. Et aujourd'hui, on ne peut que lui rendre honneur, bien sûr. On va le vérifier ça tout au long de l'émission. Gustave Eiffel a eu 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Absolument. Rapidement, il perd sa femme. À 32 ans, sa femme meurt. 33 ans, oui. 33 ans. C'est ça. Et lui, il va plutôt porter son affection vers les filles que vers les garçons, je crois savoir. Il trouvait peut-être que ses fils étaient pas assez... vous savez, c'était difficile pour les fils. Il fallait Oui, d'être le fils de Gustave Eiffel, c'est pas facile. Gustave Eiffel, c'était difficile. Déjà, d'être son arrière-petit-fils, c'est pas toujours simple. On va pouvoir aussi le vérifier. Et parmi, effectivement, ses filles, il y a elle, Valentine. Voilà. Valentine Eiffel, qui Alors, est votre arrière-grand-mère, que vous allez connaître, elle. À elle, je l'ai écoutée, elle, j'avais une affection, nous avions une affection mutuelle tout à fait forte. Qu'est-ce qu'il y avait avec elle ? Ben, nous avions, elle m'aimait bien, donc c'est tout. Donc moi, je savais, j'étais enfant et j'étais très content en fait de changer aussi un petit peu d'endroit parce que j'allais à Paris dans son hôtel particulier et quand j'arrivais, j'étais gâté, n'est-ce pas ? Genre, je mettais ma cravate et je passais beaucoup de temps dans sa chambre avec des trains électriques, avec des jeux de Oui, parce construction. qu'elle voulait que vous construisiez des choses. Elle disait, mon petit, enfin je ne sais pas ce qu'elle disait, mais il faut construire, quoi. Philippe, il faut que tu apprennes à construire et il faut que tu saches bâtir, elle me disait. Elle disait ça. Oui, elle disait ça, oui, ça je m'en souviens très bien. Valentine, effectivement, il faut lui trouver un mari. Oui. Et c'est là qu'intervient la Corse dans la famille. Voilà. Et c'est lui, Camille. Camille Piccioni, Exactement. qui épouse Valentine. Voilà. C'est quelqu'un, lui, hein. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Gustave Eiffel lui-même, hein. Gustave Eiffel lui-même, oui, il dit, il est opportun de rappeler que la famille Piccioni est l'une des plus anciennes et les plus distinguées de la Corse. Le berceau de la famille est à Pinaud, dans le Cap Corse. Le brevet de la République génoise donne le titre de marquis au chef de la famille. Il est daté de 1391 et il est conservé dans les archives de la famille qui peut établir une filiation directe. Au XIVe siècle, des membres de la famille furent nommés sous la vassalité des seigneurs du Cap Corse, etc. etc. Voilà. Lui, Camille... Il fait quand même un hommage très appuyé à la famille Piccioni, hein, Gustave Eiffel lui-même, hein, dans ce testament moral. Hein. Avec Camille Piccioni, on arrive à Pino. Hein, bien sûr, à Pino, dans le Cap Corse. Oui. Et une fois qu'ils sont mariés, tous les deux, eh bien, lui va inviter beau-papa à Pino. C'est-à-dire que ça va donner. Valentine se marie en janvier, je crois, 1890. Ouais. Et Gustave Eiffel, évidemment, ne peut pas faire autrement que de se rendre à Pinaud. Et ça donne ça Et quand voilà. il vient à Pino. Exactement. C'est les villageois Oui. qui construisent la C'est ça, tour, quand même. C'est absolument. incroyable, Oui, hein, oui, pour absolument. faire venir, pour lui faire honneur. Ah oui, non mais C'est vraiment. déjà une star quand il arrive, c'est un truc de fou. Ah, mais c'est-à-dire, c'était quand même le Yuri Gagarin de l'époque, parce qu'il emmenait les gens à 300 mètres, personne n'avait été si haut sur un bâtiment, évidemment. L'aviation était tout à fait naissante encore, on volait, enfin il y avait bien sûr des ballons dirigeables, mais on volait peu. Camille et Valentine vont avoir un fils. Camille et Valentine, un fils, voilà. C'est lui. Exactement. Jean Piccioni. Jean Piccioni. Alors je l'adorais. J'étais très proche. Votre grand-père. Oui, mon grand-père. J'étais très proche de lui. On faisait du karting ensemble. On était très proches. Malheureusement, il est parti très tôt. C'était quelqu'un que j'aimais beaucoup. Il était très gai, très drôle.
C'est pas lui qui avait hérité de la propriété familiale, c'était son frère, Marcel, qui était l'aîné, qui avait hérité de cette propriété. Cette propriété. Alors cette propriété est grande, parce qu'il y a beaucoup de maisons. Il y a également une vallée qu'avait donnée On va avoir Napoléon l'occasion III. de revenir. On en reviendra. Et il a épousé donc ma grand-mère, qui était Suzanne Raphaël. Il épouse une Raphaël. Il épousait une effectivement. Raphaël, Oui. exactement. Et qui était, dont sa mère était la mère de Suzanne était de une Mamone, était une Orenga di Gafor. Voilà, Ah oui, voilà. effectivement. Et elle a vécu dans la maison Orenga sur la place Saint-Nicolas à Bastia. Voilà, Jean et Suzanne vont avoir 2 filles, voilà, exactement. dont elle. Dont maman, voilà. Florence. voilà. Florence Piccioni, votre maman. Voilà. Alors, je n'ai pas choisi cette photo Oui. au hasard, vous pensez bien. Bon. C'est une photo où elle est sur un cheval. Elle était passionnée de chevaux. Lorsqu'elle a épousé mon père, ça a été très compliqué dans la famille parce que on voulait essayer de la marier plutôt à quelqu'un qui n'était pas un agriculteur, comme était mon père, qui était quelqu'un d'un homme de cheval, un gentleman farmer. Et mon père n'a fait que s'occuper de ma mère pendant toute sa vie. Voilà, Ah bon. ça a été son principal travail. Qu'est-ce qu'elle avait comme qualité, votre maman, pour qu'on s'occupe d'elle toute sa vie? Eh bien, elle était jolie, Oui. elle était extrêmement drôle. Ouais. Elle était très originale et elle n'avait l'argent ne l'intéressait absolument pas. Il y en avait pourtant beaucoup dans la famille à l'époque. Et ce qui l'intéressait, c'était de travailler la terre avec des chevaux. C'était les chevaux. Alors mon père, tous les matins, lui attelait 2 ou 3 chevaux pour faucher, pour faire des transports, pour pouvoir rentrer, faire les foins. Et tous les matins, elle avait ses 3 chevaux attachés avec des 3 chevaux de trait. Et il partageait le temps entre des chevaux de sport, il allait le week-end en concours hippique, et des chevaux de trait avec lesquels elle passait la journée à marcher Incroyable. derrière ces chevaux de trait. Et mes grands-parents, qui vivaient évidemment dans leur hôtel particulier à Paris, trouvaient ça épouvantable, au départ. Après, Parce ils ont que trouvé ça très bien, parce qu'ils ont été très heureux pendant 40 ans. Voilà. Et nous avons été très heureux, nous aussi. On va y arriver à vous, Oui. mais d'abord, on va avec Voilà. Émeric, votre Alors, papa. Émeric, ça c'est mon père. Émeric Coupry. Oui, et mon père était formidable parce que il est resté sur sa propriété. Il disait la chèvre broute là où elle est attachée. Alors on a brouté sur la propriété. Gentlemen, Et, et nous sommes là grâce à ça. si vous avez ce petit calepin, la généalogie de la famille Eiffel, c'est Oui. que tout ce que vous venez de nous dire, tout est retranscrit ici, effectivement. Absolument. Et c'est Gustave qui a tenu à marquer ça. On prendra le temps de le regarder Oui, oui, tout bien à sûr, l'heure. je vous en prie, Ne oui. quittez Oui, pas, oui. ne quittez pas ça, Non, parce mais que là, vous allez naître, oui, Philippe. oui. Et maintenant, votre vie va commencer. Ben Elle oui, va commencer dans oui, une oui. autre pièce. La mienne a été quand même pas si facile que ça. Allez, on y va, on va voir. Allez, Philippe, prenez place. Merci. Donc, vous naissez, vous, en 1951. Oui, mois de juin. Et votre père vous dit, mon coco, fais attention à tes fréquentations parce que tu es un homme riche. La preuve. Oh, c'est-à-dire, on a bien sûr l'hérite de la maison de Trouville, hein, qui est à gauche, là, au bord de l'eau, qui est une jolie maison. Mon grand-père rachète une partie de la propriété du château Vaquet, qui appartenait à Édouard. Il rachète ça à ses héritières. Valentine est donc hérite de Sèvres, à gauche, en bas. Et là, alors là, cette propriété, j'ai adoré cette propriété. Ça, c'est moi au volant du bateau, là. À Vevey, c'est sur le bord du lac Léman. Ça a été racheté aujourd'hui, c'est le siège mondial de Nestlé. On avait une très jolie propriété. Et la partie de gauche a été rajoutée par Gustave Eiffel. Là, j'y ai été jusqu'en 1977, la dernière fois, je crois. La maison était encore debout. Ils ont démoli la maison, malheureusement. Et le petit port existe toujours. Il s'appelle le port Eiffel. Et ça, c'est moi avec Bernadette, ma nounou, ici, à Vevey. On voit devant Oui. la truc. Là, je dois avoir Dans la verrière. 8 ou 9 ans. La verrière. En bas, c'est bien sûr des soirées qu'on faisait avec ma sœur Laurie, qui est au milieu, qui était jolie comme tout. Elle avait un abattage extraordinaire. Elle était ravissante.
Mes sœurs, j'ai deux autres sœurs, Virginie et Corinne, qui sont très jolies aussi. Ma mère était très jolie, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'était comme ça. On vivait agréablement. On partageait notre temps entre la propriété des chevaux et ses propriétés, et à Paris, bien sûr, dans l'hôtel particulier à Paris. Magnifique, Voilà. un luxe C'était un extrême. luxe qui était tout à fait D'un étonnant. autre oui. temps, D'un autre temps, voilà. Aujourd'hui, D'un autre temps. il n'y a plus grand-chose, hein. Il n'y a même plus rien. Mais Et en vous attendant- partagez votre temps, effectivement, Voilà. Philippe, entre Ah oui, oui, cette oui. partie de la famille. Ah oui, complètement. là- Moi, voilà, je montais sur le cheval avec mes gants blancs, comme vous voyez là, ma veste rouge, et je gagnais. Et vous allez faire des concours comme ça pendant longtemps. Hein, Ben écoutez, oui. Vous allez atteindre le niveau national. Vous êtes un très bon cavalier, mais peut-être pas un excellent Voilà. cavalier. Je suis un très bon cavalier jeune, très bon, parce que je bats les plus grands, notamment dans l'épreuve du Grand Prix de Biarritz. Je gagne le Grand Prix de Biarritz devant Nelson Pessoa, par exemple, à l'époque, qui était un très très grand cavalier. Je le bats un peu au Et barrage. puis après, qu'est-ce qui se passe alors Et alors après, vous savez, je pars pour le service militaire. C'était complètement autre chose. C'était donc un adjudant-chef qui me donnait des instructions que je ne comprenais pas du tout, parce qu'il lui-même montait, le pauvre, je ne sais pas si je ne vais pas dire de mal, mais je considérais qu'il montait très mal. Et donc voilà, à ce moment-là, je rentre du service militaire, je pars quand même entraîneur national de l'équipe algérienne de sport d'obstacle pendant 2 ans. Et je reviens après sur la propriété. Je travaille sur la propriété avec mon père et ma mère. Et vous travaillez sur la propriété, justement, travailler, c'est-à-dire C'est-à-dire élever que des chevaux. Alors on élève, on élevait, on faisait naître, on élevait, on dressait, et on sortait les chevaux en compétition uniquement par les membres de la famille, Et pour ensuite les revendre. pour ensuite les vendre. Voilà. Exactement. Ça, c'est le travail de la famille au quotidien. Ça, c'est le travail de la Ça famille sera au quotidien. On avait 80 chevaux déjà. 80 chevaux, quand même. chevaux sur la propriété. Il y en a toujours autant aujourd'hui. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de monde qui vient dans la propriété par curiosité pour acheter ou pas. Et il y a notamment des visites un petit peu célèbres à l'époque. Et je vais mettre en 75, Ah oui. Eh oui. il y a lui qui arrive sur la Absolument, propriété. absolument. Julien est un type extrêmement discret, extrêmement sensible, lui, c'est la musique. On est en 1975. Oui, 75, 76, 77. Et en 1985, eh ben, mariage. Ah, c'est vrai. Mariage. Oui, oui, absolument. En 1985, Il épouse, mais- il épouse Virginie. Il épouse Virginie. Il demande la main de Virginie. Mon père a été quand même un peu surpris. Oui, au début, il ne voulait pas trop, non? Et non, il voulait pas. Il a dit non, il faut aller voir Florence, ma mère. Et donc Julien est monté voir ma mère, et ma mère lui a dit c'est formidable, on est tellement contents, etc. Donc ils se sont mariés, et voilà. Et Ils sont ont pas eu mariés 2 n'importe où. enfants. Ils sont pas mariés n'importe où. Ils sont Parce mariés qu'on à voit la Pinot, fête. Voilà, à Pinot. voilà. C'est ça qui est une Et là, fête incroyable. On voit bien ma mère et moi, je suis juste derrière. Mon père venait de mourir, il avait donné son accord. C'était C'est 3 mois après la mort de votre père, Oui, effectivement, c'est ça, qu'il y a le mariage. exactement, Et c'est vous qui remplacez votre père Et pendant moi, la je le cérémonie. remplace pendant la cérémonie. Donc, magnifique cérémonie au château de Pine. Nous Voilà, sommes en 1985. là. Oui, absolument. On va faire un petit bond dans le temps. On va aller en 1989. En 1989, qu'est-ce qu'on fête à Paris? On fête ça, les Absolument. 100 ans de la Tour Eiffel. Ah oui, là aussi, vous savez. Et là, c'est assez intéressant, Philippe. C'est qu'il y a une grande fête. Je me Oui. souviens d'ailleurs, moi, Ouais, en oui, 1989, oui. un monde fou qui est invité pour l'occasion, Oui. sauf, finalement, ceux de la famille Eiffel. Aucun membre de la famille Eiffel. Et tout le monde est oublié. Je suis le seul à y être. Pourquoi vous y êtes, vous? Ben, j'y Vous suis êtes un peu incrusté? parce que je suis avec un de mes amis qui s'occupe du service traiteur de la ville de Paris. Mais enfin, dès que j'y suis, je regarde sur le pont d'Iéna, je vois, il y avait Ronald Reagan, il y avait Jacques Chirac, il y avait Fabius à l'époque, etc., tout un tas de personnalités importantes. Et puis je dis à l'attaché de presse, je vois l'attaché de presse, je dis, écoutez, c'est quand même un problème, parce que c'est pas un problème, enfin je m'en amuse un peu, mais quand même il n'y a aucun membre de ma famille. Je pensais voir une grand-mère ou ma mère, enfin, ou quelqu'un, enfin et là elle part affolée, elle me dit mais vous êtes qui? Mais je lui dis écoutez voilà, moi je suis descendant de Valentine, donc effectivement j'ai l'impression d'être le seul membre de la famille sur place. Et là elle m'enlève, j'avais un badge pour aider mon copain pour faire le service traiteur, et elle me donne un badge que je récupérais, que j'ai toujours, invité spécial numéro 02. Et on me présente à Ronald Reagan, on me présente à Jacques Chirac, j'arrive, tout le monde était assis, et je m'installe juste derrière,
au deuxième rang. Et là, et Claude Chirac ne m'a pas lâché toute la soirée. Et donc j'étais ravi, parce que moi j'étais venu de Bordeaux, vous pensez bien, pour passer un petit moment et voir. Vous êtes l'attraction. D'un coup, vous êtes l'attraction. Et du coup, je me retrouve, alors là c'est vraiment un signe du destin. Et en revenant à Bordeaux, je me dis quand même, il faut quand même faire quelque chose pour Eiffel. C'est pas possible. Oui. La famille est complètement laissée de côté. Et c'est donc là que me vient l'idée de déposer des marques et de dire je vais faire quelque chose pour pouvoir essayer de protéger un peu, enfin tout au moins de rappeler qu'on existe. Voilà. Et donc je me lance là dans des actions de mémoire et dans la commercialisation d'un vin qui s'appelle le vin Eiffel, que j'ai fait faire sur la propriété de Vaquet, que vous avez vu tout à l'heure, qui était le vin de mon aïeul, Gustave Eiffel, puisque c'est lui qui avait acheté cette propriété pour son fils Édouard. Sauf que, Philippe, ce vin Eiffel, ça ne plaît pas à qui? Ça ne plaît pas... Ah, ça ne plaît pas... à Eiffage. Ça ne plaît pas à Eiffage du tout. La société Eiffage. Elle m'écrit, Eiffage m'écrit... vous utilisez ce nom de manière abusive, en fait, non? Voilà, exactement. Hein, et je reçois une assignation en 2005. Incroyable. Une assignation qui me dit, monsieur, vous avez déposé des marques Eiffel. Alors, Eiffage, on va rappeler qui c'est. Eiffage, c'est ceux qui ont fait le viaduc de Millau, voilà. la pyramide du Louvre. C'est un groupe énorme, effectivement. Et qui disent que vous usurpez le nom et ils s'approprient le nom. C'est eux qui vous attaquent en procès, en fait, hein, c'est ça? Ah oui, c'est moi. Et donc, dès 2005, il y a un procès contre eux. J'attaque personne. Moi, je me suis défendu. Je me suis défendu, ça dure depuis... Là, c'est pas fini encore. C'est incroyable, ça commence en 2005 et là, on est en 2022 et ça continue. Et ça continue parce qu'ils ont créé des nouvelles sociétés qui s'appellent Eiffel. Donc, c'est moi qui ai réattaqué à ce moment-là en disant, vous ne pouvez pas. Là, j'ai gagné. J'ai gagné 4 fois. On va récapituler, Philippe. Voilà, effectivement. En 2005, premier procès. Et il va y en avoir combien de procès comme ça? Alors, après, ils ont fait appel, évidemment. Parce que vous gagnez à chaque fois? Oui, j'ai gagné à chaque fois. 4 procès? Oui, j'ai gagné à chaque fois. Vous gagnez? Oui. Et vous êtes tout seul pour mener ce combat? Je suis tout seul, je gagne tout seul. Et après, évidemment, certains cousins sont venus, on peut dire, au secours de la victoire, hein, puisque j'étais seul à gagner. Et après, comme c'est des groupes très importants, très puissants, évidemment, moi, je suis un peu celui qui se défend, mais je ne le lâcherai jamais. Et ça, justement, ça occupe beaucoup de votre temps, ce qui fait qu'on va arriver, j'ai mis cette photo-là. Oui. 2016. Oui. 2016, il y a votre maman qui s'en va. Oui, vous laissez les chevaux à Virginie, qui, entre-temps, s'est séparée de Julien Clerc, bien sûr. C'est vrai. Elle s'occupe des chevaux, et vous, à partir de 2016, vous dites, cette histoire de mémoire, effectivement, il faut que je la prenne, j'ai envie de dire, à bras-le-corps. Oui, c'est vrai. Et donc, on va voir ce que ça donne maintenant que vous prenez votre nom en main. Venez, on va voir un petit peu ce combat, ce que ça va donner. Venez avec moi. Allez Philippe, donc dernière pièce, des écrans, des surprises, peut-être pas, hein. Justement, avec ce nom Eiffel, en France, il y a ça, j'ai été surpris, je connaissais même pas moi. En 2050, selon l'ONU, 70% de la population mondiale vivra dans des zones urbaines et nous devrons faire face aux défis pressants de l'urbanisation, tout en assurant les équilibres sociaux, économiques, environnementaux et climatiques de la planète. Face à ces défis majeurs, nous, Université Gustave Eiffel, décloisonnons les disciplines afin d'apporter une production de connaissances innovantes au service des transformations à venir. Alors, ça, c'est une université qui rassemble un certain nombre d'écoles déjà existantes, qui a été créée en 2020, et j'ai accompagné la création de cette université, et qui regroupe l'école de l'architecture de la ville de Paris, les écoles d'ingénieurs, des écoles de géographie, etc. Il y a 8 ou 9 écoles, dont l'IFF Star, qui est l'ancienne école Breguet. Gustave Eiffel était aussi un constructeur d'avions, puisqu'il a construit le premier avion à Elbas. On va y arriver à Gustave Eiffel, mais avant cela, justement, le nom Gustave Eiffel résonne en France, bien sûr, mais il résonne partout dans le monde. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, quand on dit Eiffel,
On peut aller au Panama, par exemple. Absolument. Hein, au Panama, où... J'étais invité avec la famille Lesseps Oui, pour pouvoir inaugurer les écluses du canal de Panama. parce qu'effectivement, s'il a fait faillite à un moment, le canal du Panama, s'il a rené de ses cendres, c'est parce que justement, on a repris le système des écluses qu'avait imaginé Absolument. Gustave Eiffel. En 1885, Gustave Eiffel se rapproche de Ferdinand de Lesseps. Il dépose en 86 des brevets d'écluses, qui sont des brevets des systèmes d'écluses coulissantes, avec des systèmes anti-remous, et en même temps des remplissages par des lacs artificiels autour. Et ce système, ce brevet, est repris par la SACIR en 2014, 2015 et 2016 pour pouvoir doubler tout simplement la capacité du canal de Panama. Le canal de Panama appartient à Panama, il appartenait aux Américains autrefois, donc c'est un investissement de plusieurs milliards, je crois qu'il y a 5 ou 6 milliards de dollars, 4 ou 5 milliards d'euros, pour pouvoir mettre en chantier les propres brevets que Gustave Eiffel a inventés, on peut dire, en 1887. C'est incroyable. Et donc je suis invité à ce titre-là. Je donne d'ailleurs au musée du canal de Panama le document original avec lequel Gustave Eiffel a signé avec Ferdinand de Lesseps l'accord pour pouvoir mettre en chantier les premières écluses du canal de Panama. Et en chantier, il y aurait peut-être un phare immense Alors, qui devrait se faire. Hein. Nous avons toujours un projet, effectivement, Ouais. à l'entrée du canal. C'est en cours, mais il faut lever des fonds pour ça, c'est assez compliqué. Mais ça serait un phare qui s'appellerait le phare Eiffel. Ah, le phare Eiffel, bien sûr. Le phare Eiffel, Bien sûr, effectivement. bien sûr. Et là, je suis avec un des conseillers du président Xi Jinping. Nous sommes. Il y a des projets, il y a des projets Eiffel en Nous Chine. avions des projets. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus compliquée. Oui. Évidemment, aujourd'hui, c'est un peu en stand-by. Voilà. L'UNESCO, très important. Ça, c'est très très important. Le 100e important. anniversaire de la mort de Gustave Eiffel, il va y avoir une sacrée commémoration là. Alors, effectivement, très important. L'UNESCO, on travaille longtemps. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'UNESCO sur d'autres projets. Et Gustave Eiffel est rentré lui-même en tant que personnalité éminente de l'UNESCO, en tant que personne, n'est-ce pas, à l'occasion du 100e anniversaire de sa mort. Et nous célébrons cet anniversaire sur le Champ de Mars. Et nous faisons une exposition qui sera au pied de la Tour Eiffel, qui va s'illuminer en même temps que la Tour Eiffel et qui va durer plusieurs mois, en présentant Gustave Eiffel et ses contemporains. 2023, c'est l'année de sa mort. 2023, Hein, c'est pour le le 100e 100e anniversaire de sa mort. Et puis, Et ici, les États-Unis. bien sûr, il y en a d'autres. Les livres, bien sûr, là c'est vous qui les avez écrits, les livres. J'ai pris quelques exemplaires. Oui. Là aussi, c'est très intéressant, justement, pour faire connaître cet homme-là, parce que c'est vraiment un illustre inconnu, en fait, Gustave Eiffel. Absolument. C'est une personnalité complexe, hein. Personnalité très complexe, mais c'était avant tout un scientifique. Ouais. Il inventait, il fabriquait, il envoyait à travers le monde des pièces de fer. Et c'était le pionnier de la construction en kit aussi. Pionnier, on peut dire, d'IKEA, mais il envoyait des ponts, 124 ponts en Chine, par exemple, ça, il faut le savoir. Mais il envoyait des ponts partout, dans toutes les colonies à l'époque, et en même temps en Afrique, aussi bien qu'en Europe, etc. Donc là, ce livre a reçu le Grand Prix de l'histoire de Paris. C'est une BD, ça. C'est Vachement une BD, bien, vachement bien faite. Voilà. Et c'est la véritable histoire de Gustave Eiffel. Et puis là, c'est un beau livre. Et là, c'est un beau livre. Beau cadeau, d'ailleurs, je pense. Il doit bien marcher, Michel celui-ci. Lafon. Ça a très bien marché. On en est, je crois, à 16 ou 17 000 exemplaires, ce qui est pas mal. Laissons un petit peu Gustave Eiffel et Oui. rapprochons-nous de la Corse. Oui, venez. Parce oui. que la Corse a une vraie importance aussi Oui. dans votre vie. Oui, très. On le voit là. Belle photo là. On Oui. est où là? Et là, on est devant la remise, le garage de château, enfin la maison qui est la remise sans beaucoup de chaude à Lando, À Pino. à Pinot, bien sûr. Votre maman, votre papa. Voilà, mon père et ma mère, après leur Oui. mariage, ils sont arrivés à Pinot et évidemment, ils ont été très bien reçus. Et là, on retrouve Anna Bonini, qui était la personne qui s'occupait avec Antoine, son mari, de régisseur du château. Ça, c'est l'abbé Maestracci qui est là. Et puis là, il y a vraiment plein de villageois qui se reconnaîtront certainement. Vous allez venir, vous, chaque oui. été, hein, chaque été jusque la mort de votre maman, pratiquement. Pratiquement. Hein. Là, Ouais. je suis beaucoup venu dans les années, avec Julien d'ailleurs, on venait très régulièrement. On a amené beaucoup de monde. Nagui est venu. Et venez là. Absolument. Tout le monde est venu à Pinot. Et on était effectivement Dans ce château. dans cette propriété. Propriété magnifique. Ça, c'est des magnifique. photos que vous avez récupérées dans mon album. Ouais. J'ai reçu toutes les archives, je le signale comme c'est important, parce que j'ai toutes les archives de Marcel Piccioni qui m'ont été remis par ma mère. Parce que
la Corse, c'était très important pour elle aussi, évidemment. C'était la fille aînée. Voilà. Et moi, j'ai gardé une petite maison. Exactement. Sur la marine. Vous avez gardé une petite maison parce que ça, on a bien compris que ça, c'était plutôt parti du côté du frère de votre grand-père. Et vous avez hérité plutôt Voilà. Cette d'une petite maison sur la marine à Pine. Absolument. Et dans cette maison, effectivement, vous y revenez encore aujourd'hui. Hein. Ah oui, oui, mais là, je vais y aller. Là, de le sortir du... Oui, demain, oui. Ah oui. Oui, demain, j'y suis. Voilà, je vais me trouver... C'est ma chambre, ici, avec le vue sur la mer. On est très bien, on est très tranquille. Et ça me ressource beaucoup d'y aller. Et Vous n'avez que des amis, me dites-vous, à Pine. Oui, je crois. Parce que j'ai toujours eu de très bonnes relations avec tout le monde, vraiment. Vous savez, quelque part, j'ai été un peu exclu quand même de cette propriété, même étant l'aîné. Mais j'ai su garder quand même... mon cœur est à Pinault, je l'aime, et j'ai beaucoup d'affection pour ma famille. Votre cœur, il y a même plus que ça, qui est à Pine. Absolument. Alors ça, c'est le tombeau, qui est tombeau familial. Et ma mère est enterrée ici, dans cette parcelle, avec sa mère, puisque là, c'est l'enterrement de Valentine. Là, absolument. Avec elle est enterrée ici, Valentine est enterrée là. Elle est enterrée avec Suzanne, sa mère, et Jean Piccioni. C'est là où vous allez vous faire enterrer, vous pensez, ou pas? Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, je ne sais pas trop pour le moment. On verra. Vous savez, il faut laisser faire la vie. D'accord. Dernier écran. Et on finira avec un petit clin d'œil, justement. Vous avez bien compris, Philippe. C'est cette photo ô combien symbolique. Gustave Eiffel. Oui. Et vous, exactement au même endroit, dans la même position. C'est vrai. De s'appeler Eiffel, donc. On vient de voir votre parcours. C'est une bénédiction ou c'est une malédiction? Alors, vous savez... Pour terminer, je peux dire que c'est quand même très compliqué. C'est très difficile parce qu'on est très nombreux. Et vraiment, de vouloir arriver à trouver un consensus général pour tout ça, c'est pas toujours facile parce que les gens pensent qu'on veut toujours faire des choses qu'ils pourraient faire eux-mêmes, et souvent qu'ils ne font pas d'ailleurs, mais enfin, qu'ils pourraient faire. Ça sera le mot de la fin? Peut-être. Allez, venez à côté de moi. Le message est passé, en tout cas. Un petit selfie. Voilà. C'était un plaisir de vous recevoir, de vous connaître. Moi, je ne connaissais pas du tout cette histoire de la famille, Eiffel, Piccioni, etc. Merci de nous avoir rappelé tout ça. C'était un grand plaisir aussi, merci beaucoup. Bon séjour à vous du côté de Pine. Je passerai vous voir un de ces jours quand je passe, quand vous faites bronzette sur la terrasse. Oui, bien sûr. Hein? Oui. Et puis surtout, force à vous dans ce combat. Ne lâchez pas. On lâche rien. Ne lâchez rien. On lâche rien, on continue. Voilà. Merci Luc.